C'est difficile à croire que quelqu'un puisse penser qu'être à moitié suspendu hors d'un hélicoptère, complètement exposé, tout en tirant sur un ennemi qui essaie activement de vous abattre, était le meilleur poste qu'on puisse obtenir. Pourtant, des milliers de jeunes hommes se sont retrouvés à faire exactement cela dans l'un des rôles les plus effrayants et les plus dangereux d'une guerre déjà brutale. Aujourd'hui, nous parlons des mitrailleurs de porte d'hélicoptères pour vous montrer à quoi ressemblait vraiment leur vie pendant la guerre du Vietnam. Commençons. Lorsque les hélicoptères américains sont arrivés au Vietnam pour la première fois, ils étaient essentiellement des taxis volants opérés par des équipages de 3 hommes, pilotes, copilotes et mécaniciens de bord. Ils transportaient du matériel et des soldats, essentiellement comme des camions de transport standard, qui pouvaient voler, non armés et non blindés. Ils opéraient sous l'hypothèse naïve que la mobilité aérienne à elle seule leur donnerait l'avantage sur un ennemi au sol. Alerte spoiler, ce ne fut pas le cas. Près de la moitié des hélicoptères déployés pendant toute la guerre du Vietnam se sont écrasés, et les tirs ennemis étaient bien sûr l'une des principales raisons. Après avoir vu des appareils sans défense être abattus à un rythme alarmant, les hauts gradés militaires ont pensé que peut-être les hélicoptères volant dans des zones de combat devraient avoir un moyen de riposter. La première improvisation a été rapide et simple. Enlever les portes et attacher un mécanicien de bord avec une mitrailleuse M60. Les mécaniciens de bord tiraient depuis l'embrasure ouverte pendant que l'hélicoptère virait et se déportait. L'efficacité était discutable, le danger pour le tireur indéniable, mais c'était mieux que rien. Ensuite, pour couvrir le côté opposé aux mécaniciens de bord, le poste dédié de mitrailleur de porte est né célèbre sous le nom de Shotgun Rider. Outre la couverture de l'un de vos flancs avec des tirs de mitrailleuses lourdes, le mitrailleur de porte surveillait les pales de rotor et les patins pour qu'ils soient à l'abri des obstructions. Il était également utile comme membre d'équipage supplémentaire pour aider à tout ce qui pouvait se passer pendant les diverses missions qu'il pouvait effectuer, chargement et déchargement de fournitures ou de blessés, entretien des armes et de l'hélicoptère, et bien sûr fourniture d'une lourde suppression quand les choses devenaient tendues, ce qui pouvait arriver de manière inattendue à tout moment. Bien qu'il semble que le mitrailleur de porte ait été simplement placé là pour tirer aveuglément avec l'arme, il était en réalité très bien entraîné pour fonctionner avec l'équipage et l'hélicoptère comme une seule entité. Il devait également faire des ajustements à son tir, car il tirait depuis un hélicoptère se déplaçant à grande vitesse sur des cibles mobiles dans la jungle en contrebas. Et c'est bien plus difficile que ça n'en a l'air. Les mitrailleurs devaient anticiper leurs cibles, visant en avant de l'endroit où ils voulaient toucher, car les balles tirées depuis un hélicoptère en mouvement portent l'élan vers l'avant de l'appareil. Alors que les tirs ennemis continuèrent de faire des ravages, l'armée a réalisé qu'elle avait besoin d'une approche plus systématique. Les mitrailleuses M60 ont alors été montées sur des supports pivotants ou à tourillons dans les embrasures, permettant un tir plus stable depuis une plateforme en mouvement rapide et vibrante, tout en maintenant le large angle que le tireur pouvait couvrir. Certains mitrailleurs préféraient tirer à main levée ou attacher des M60 à des cordons élastiques suspendus au plafond pour avoir un champ de tir maximal. Les mitrailleuses se sont immédiatement révélées être un atout précieux sur les huées. Ainsi commença la phase « Voyons ce que nous pouvons encore attacher à cet engin » de l'évolution de l'hélicoptère. Des équipages innovants ont commencé à expérimenter avec des supports d'armes supplémentaires, des lance-roquettes, des miniguns et même des lance-grenades. Ils ne suivaient pas vraiment les règlements militaires, mais se sont révélés être indéniablement efficaces, au point que l'armée a vu leur potentiel et a commencé à développer des hélicoptères de combat spécialement conçus. Les modèles UH-1B et plus tard UH-1C ont été spécifiquement configurés comme hélicoptères de combat avec plusieurs systèmes d'armes comme des lance-roquettes, des mitrailleuses à tir frontal ou des miniguns M134 tirant 6000 coups par minute, etc. Cette évolution a finalement abouti au développement de l'AH-1 Cobra, le tout premier hélicoptère d'attaque pour les équipages d'hélicoptères et leurs mitrailleurs de porte. Il n'y avait pas de journée type. Comme il disait, 90% du temps, c'était un ennui sans fin, volant des centaines d'heures à regarder la jungle sans que rien ne se passe. Mais dans ces 10 autres pourcents, vous souhaiteriez vous ennuyer à nouveau quand l'horreur absolue se déclenchait. Mais avant d'aller au combat, écoutez ceci. Parce que vous êtes suspendu à un hélicoptère voyageant à 160 km/h, parfois juste au-dessus de la cime des arbres, vous pourriez penser qu'il serait intelligent de vous attacher pour ne pas tomber.
Si vous vous posez la question, oui, ils tombaient parfois. Et oui, parfois avec des conséquences fatales. La sécurité de base était une ceinture ventrale standard, semblable à ce que vous trouveriez dans une voiture. Le choix préféré de la plupart des mitrailleurs, cependant, était le harnais de singe, un harnais de sécurité militaire porté sur le torse et ancré au plancher de l'hélicoptère ou à la paroi de la cabine. Il vous donnait la possibilité de vous déplacer ou de vous pencher hors de l'hélicoptère pour un meilleur angle de tir, tout en étant relativement à l'abri d'une chute. Pas exactement à l'abri d'une chute, mais plutôt pour ne pas mourir quand vous tombez. Les sangles de singe étaient conçues pour vous maintenir suspendu dans les airs jusqu'à ce que les membres de votre équipage aient le temps de vous remonter. Vous voudrez peut-être changer de pantalon après ça. Les hélicoptères devaient effectuer des manœuvres brusques pour éviter les tirs ennemis, et s'ils étaient touchés et perdaient le contrôle, la force centrifuge pouvait vous éjecter directement. Le poste de mitrailleur de porte était le moins populaire dans l'hélicoptère, et pour une bonne raison. Cette fameuse espérance de vie au combat pour les mitrailleurs de porte était de 5 minutes, et bien que ces statistiques ne soient pas les plus précises au monde, 5 minutes ne donnent pas une excellente impression du poste. Les mitrailleurs de porte subissaient les taux de perte les plus élevés des équipages d'hélicoptères, car ils étaient dans la position la plus exposée, et aussi parce que l'ennemi savait qu'il serait plus intelligent de les tirer en premier, car ils représentaient une menace directe pour eux. Comme nous l'avons dit, les mitrailleurs de porte effectuaient une variété de missions, chacune apportant son propre ensemble de défis et de dangers. Les missions d'évacuation médicale effectuées par ce qu'on appelait les dust-offs étaient parmi les missions les plus dangereuses et les plus difficiles, car vous courez contre la montre pour trouver et sauver les blessés, alors que l'ennemi savait que vous voleriez pendant l'engagement. Normalement, les dust-offs étaient marqués d'une grande croix rouge et volaient sans armes, car ils devaient être neutres selon les prétendues règles de la guerre. Cependant, comme les États-Unis ne suivaient pas beaucoup de ces règles et conventions, utilisant le napalm, les bombardements stratégiques et même des armes biologiques, l'autre camp ne se souciait pas beaucoup de votre signe de croix rouge sur l'hélicoptère. Ensuite, les dust-off ont également eu leurs mitrailleurs de porte pour la protection personnelle tout en volant directement dans des zones de combat actives pour récupérer les blessés. Les mitrailleurs de porte aidaient au chargement des blessés, sautant même en territoire hostile pour aider à les amener à l'hélicoptère. Ils devaient également le faire plusieurs fois, faisant des allers-retours entre l'hôpital d'évacuation et le champ de bataille, car les pertes pouvaient s'élever à des dizaines, et ils ne pouvaient pas tous les récupérer en une seule fois. Ils devaient également choisir qui partirait en premier et qui pouvait attendre le prochain tour en fonction de la gravité de leurs blessures. Lorsque les forces terrestres étaient clouées ou sur le point d'être submergées, les hélicoptères devenaient leur dernier espoir. Les mitrailleurs de porte fournissaient un tir de suppression pendant que l'hélicoptère arrivait à grande vitesse, se posant juste le temps que les soldats montent à bord en se bousculant. Ils pouvaient entendre les balles siffler autour d'eux et frapper l'hélicoptère, attendant juste qu'une les touche. De nombreux mitrailleurs de porte ont continué à tirer malgré qu'ils étaient eux-mêmes mortellement blessés, se battant littéralement jusqu'à leur dernier souffle. Il y a eu un incident où un hélicoptère a tiré sur un ennemi repéré au sol, puis s'est posé pour enquêter. Un jeune mitrailleur de porte a remarqué un soldat blessé encore en vie et sans réfléchir, a sauté pour l'amener dans l'hélicoptère. Cependant, il a oublié de parler de son plan à son équipage, et alors qu'il chargeait le soldat blessé sur son épaule, il s'est retourné et a vu son appareil s'envoler sans lui. Il était sans radio ni arme, se tenant complètement seul avec un ennemi blessé sur l'épaule au milieu d'un territoire hostile. Après environ 20 minutes, il a pu entendre un hélicoptère s'approcher à grande vitesse alors que son équipage réalisait qu'il était manquant. Quand le mécanicien de bord en a eu fini de lui hurler dessus pour avoir quitté son poste, il était heureux qu'il l'ait trouvé avant que l'ennemi ne le fasse. Maintenant, parlons de la protection du mitrailleur de porte. Ou comme les vétérans pourraient dire, quelle protection ? Puisque les hélicoptères devaient rester aussi légers que possible, ajouter de lourds boucliers par balle était hors de question. L'hélicoptère lui-même n'était pas par balle, donc les boucliers auraient été une belle pensée, mais largement inutiles. Les balles pénétraient facilement la carlingue de l'appareil, et les mitrailleurs de porte travaillaient dans des embrasures ouvertes, sans rien entre eux et les tirs ennemis. Les gilets par éclats étaient de série, mais conçus principalement pour arrêter les éclats d'obus et étaient inutiles contre les balles d'AK. La plupart des mitrailleurs ne les portaient même pas, parce qu'ils étaient
lourds et trop inconfortables sous la chaleur tropicale, tout en offrant peu de protection réelle. Les casques de vol servaient surtout à la communication avec l'équipage, tandis que le blindage thoracique en céramique, connu sous le nom de chicken plates, pouvait arrêter les tirs d'armes légères. Le surnom lui-même en disait long sur la façon dont les mitrailleurs les voyaient. Et comme ils étaient lourds, beaucoup préféraient la mobilité à un blindage supplémentaire. Donc en pratique, la seule protection pour les mitrailleurs était leur propre puissance de feu et la vitesse. Entrer en vol, faire ce qu'il faut faire et sortir dès que possible pendant que les mitrailleurs tiraient continuellement, ne s'arrêtant que pour débloquer un enrayage ou aider quelqu'un. Les mitrailleurs de porte servaient d'yeux et d'oreilles de l'équipage, scrutant le sol à la recherche de tout signe d'activité ennemie. Et vous faites ça sans vision nocturne, imagerie thermique ou optique sophistiquée, tout en vous déplaçant au-dessus d'une jungle dans laquelle se trouve un ennemi qui est un maître du camouflage. Lorsque vous repérez quelque chose d'inhabituel au sol, vous n'avez que quelques secondes pour décider s'il s'agit de l'ennemi ou simplement d'un fermier au mauvais endroit au mauvais moment. Ajoutant à la complexité, certains combattants Viet Cong avaient à peine 12 ans et l'ennemi essayait fort de se fondre dans la population locale. Les mitrailleurs ne pouvaient pas vraiment dire ce qu'ils touchaient ou qui se cachait dans les arbres en contrebas. Ce n'est pas étonnant que des incidents tragiques se soient produits, que ce soit délibérément ou par accident, qui ont donné aux hélicoptères et à leurs mitrailleurs une certaine controverse plus tard après la guerre. Presque tous les équipages d'hélicoptères ont vu leurs amis mourir au combat juste à côté d'eux, faisant d'eux certains des vétérans les plus traumatisés de la guerre du Vietnam. Néanmoins, les jeunes et incroyablement courageux équipages d'hélicoptères et leurs mitrailleurs ont été les pionniers de tactiques de combat qui façonneraient la doctrine militaire pendant des décennies.